Bonjour, bienvenue dans la première émission de Maus. Maus, c'est une série d'émissions à thème qui aborde la vie dans une perspective chrétienne. Aujourd'hui, on va parler de l'humanitaire. Vous allez voir une enquête, un reportage, des témoignages par des gens passionnés par leur travail. L'humanitaire, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces et dont on a beaucoup d'images toutes faites. Petite visite guidée dans le monde des clichés. Bon, maintenant, redevenons sérieux, on arrête de jouer. HCR, CICR, ONU, ONG, MEDER, Caritas, Resto du Cœur. Non, là je suis plus très sûre. Notre enquête. Nous sommes à Genève, dans l'antenne suisse d'une grande organisation humanitaire, bien connue sous le nom de MSF, Médecins sans frontières. Précision sur les différentes branches de l'humanitaire et leurs perspectives. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'action humanitaire se développe selon 3 axes. Il y a les agences des Nations Unies, qui sont chargés d'apporter assistance et protection, entre autres, aux réfugiés à travers le Haut Commissariat aux réfugiés, mais à la population des enfants à travers l'UNICEF, à gérer les famines dans le monde à travers le Programme alimentaire mondial, bref, il y en a d'autres. C'est le grand axe humanitaire des Nations Unies, des États. À côté de ça, il y a le développement des organisations non gouvernementales. Ces organisations non gouvernementales sont un peu la main active de la population en général, hors gouvernement, hors État. Et enfin, il y a les organisations de développement qui, elles, sont chapeautées par les gouvernements et sont la main active de la politique gouvernementale dans l'aide au développement des pays en voie de développement. Il existe donc 3 grandes familles d'organisations humanitaires, les organisations dépendantes de l'ONU, comme le HCR, les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales. À la fin des années 60, début des années 70, on assiste à un virage dans le domaine de l'action humanitaire, avec l'expérience de médecins français de la Croix-Rouge française mis à disposition du CICR en 69 au Biafra, où ils ont été confrontés au manque de communication de la structure Croix-Rouge internationale sur le conflit auquel ils participaient. Et ces médecins sont rentrés en France et ont voulu créer une organisation médicale internationale qui n'est pas les mêmes contraintes que le CICR dans les zones de conflit. Et c'est la création de Médecins sans frontières en décembre 71 en France. Depuis Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, il y a bientôt 150 ans, l'humanitaire connaît un développement fulgurant, spécialement ces 20 dernières années, relayé notamment par les médias. L'avenir de l'humanitaire, malheureusement, je le vois plutôt sombre. On assiste à un non-respect de l'action humanitaire avec des prises d'otages des acteurs humanitaires qui sont pris pour cible dans des contextes de conflits, ce qui n'était pas le cas avant les années 80. Ça, c'est lié aussi avec les interventions militaires et dans la zone d'activité humanitaire où il y a un peu une confusion des genres et un mélange entre militaire et humanitaire. Il faut revenir à une image très claire, définition très claire des acteurs de l'humanitaire et de leur impartialité et neutralité. Voilà, maintenant c'est un peu plus clair. Pour être encore plus concret, on a décidé de vous parler des ONG, organisations non gouvernementales.
On en a pris une parmi les 7 en Suisse qui sont capables d'amener de l'aide dans les situations de crise. Il s'agit de MEDER. Vous verrez ensuite des gens passionnés par leur travail. Mais on va tout de suite sur le terrain avec MEDER. MEDER est une des 7 organisations suisses capables d'amener de l'aide d'urgence dans des situations de crise et de catastrophe. Ces organismes vont très rapidement après des catastrophes ou des débuts de conflits évaluer les besoins des populations touchées. Dans des zones très éloignées et difficiles d'accès, les organisations humanitaires, comme ici en Afghanistan, organisent et distribuent la nourriture. Des camions acheminent les aliments que MEDER a achetés dans des régions voisines, en Inde et au Pakistan, pour faire marcher le commerce local. Parallèlement, des équipes évaluent les besoins médicaux, soignent et forment la population. Les hôpitaux ne ressemblent en rien aux nôtres, mais changent radicalement le bien-être de ces populations touchées. MEDER emploie 80 expatriés dans une dizaine de pays et un peu moins d'un millier d'employés locaux pour un budget de 17 millions par année. Eric Volkmar est le fondateur de MEDER. Il mène un combat pour les plus pauvres en essayant de faire connaître ce qu'il appelle les victimes des conflits oubliés. Pour nous, l'humanitaire, c'est vraiment l'action à l'étranger, dans un contexte de pays pauvres, de pays du Sud, et qui a à faire face à une crise grave, une crise subite. D'une manière générale, dans l'humanitaire, on intervient soit dans des urgences complexes, c'est-à-dire des guerres qui n'en finissent plus, comme l'Afghanistan, le Soudan, etc., et où il y a constamment des micro-crises. Et puis parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle des crises oubliées, c'est-à-dire des crises qui n'ont aucune existence médiatique. Alors, quand elles n'ont pas d'existence médiatique, eh bien, elles ont tendance à ne pas avoir non plus d'existence sur la scène humanitaire, parce qu'il n'y a pas d'argent et pas d'intervenants pour s'en occuper. On entend tous les jours parler en ce moment de 10 Palestiniens ou Israéliens tués chaque jour. On ignore complètement qu'il y a environ 2000 personnes qui meurent au Congo tous les jours, dans l'indifférence générale. Donc pour nous, ceux-là sont plus importants parce qu'ils sont seuls. On réalise différents types de projets avec eux et pour eux. Pour continuer dans l'exemple du Congo, à l'heure actuelle, nous fournissons des médicaments et de la formation pour 350 structures de santé, donc environ 2,5 millions de bénéficiaires, une région grande comme la moitié de la France, qui dépend entièrement de MEDER pour tout ce qui est santé. Une des choses qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'essayer d'arriver dans ces pays avant la crise majeure. Et typiquement, la dernière situation dans laquelle ça s'est produit pour nous, c'est en Angola. L'Angola a 41 ans de guerre derrière lui et ça fait un bout de temps qu'on y pensait. Mais on s'y est engagé il y a une dizaine de mois. Et on a pu mettre en place toute notre logistique et nos programmes de base avant que survienne cette grande sécheresse et ce risque de famine dans toute l'Afrique australe maintenant. Donc tout d'un coup, on entend un petit peu plus parler de l'Angola. Des accords de paix ont aussi été signés depuis. Et donc ça nous ouvre les portes d'un champ de besoins énorme où nous réalisons des programmes médicaux d'abord, dans des zones qui n'ont pas eu d'aide médicale pendant toute cette période de guerre. Pour faire face à cette situation de sécheresse et de famine, nous avons greffé ces jours-ci un programme nutritionnel, distribution de nourriture et pour aider dans ce contexte. Cheryl Ho revient d'Angola, où elle est allée évaluer la situation pour planifier l'aide médicale et nutritionnelle de l'organisation MEDER. MEDER voulait travailler en Angola depuis un certain temps déjà, car il y avait une guerre civile assez complexe et nous voulions envoyer une équipe là-bas. En janvier 2002, nos premières équipes sont arrivées en Angola au moment où le changement de situation survenait avec la mort du chef militaire Jonas Savimbi. Nous avons reçu les autorisations pour organiser une aide dans la région très touchée de Luena. Cette région est stratégique car maintenant que les gens ont réalisé que la paix est enfin possible, la population revient, surtout de Zambie. Il y a encore beaucoup de peur, à quoi s'ajoutent des problèmes de sécheresse. Et comment est la situation ?
Dans la région de Luena, la sécheresse n'est pas aussi sévère qu'à d'autres endroits. Mais nous voyons maintenant arriver des gens avec des problèmes de sous-alimentation, car de nombreuses personnes ont perdu leur récolte à cause de la guerre. Elles se déplacent dans la région où nous opérons. Mais le problème crucial est d'aider les gens à semer et planter le plus vite possible pour qu'ils puissent faire une nouvelle récolte. Sinon, nous aurons une immense tâche à mener. Il faudra nourrir des milliers de personnes l'année prochaine, alors nous aidons la population à retourner à la terre et à planter pour qu'elle puisse rapidement se suffire à elle-même et ainsi tourner définitivement le dos à la guerre. Si l'on peut agir maintenant dans un cadre légal et neutre, même en plein conflit, c'est grâce au tournant qu'a pris l'humanitaire moderne. Surprenant, mais c'est grâce à la foi de chrétiens que ce tournant a été pris. Dans la première moitié du XIXe siècle, régnait dans la cité de Calvin un grand mouvement de piété que l'on appelle le Réveil de Genève, origine des églises libres où était engagé le jeune Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. C'est dans cette chapelle que Merle d'Aubigné, des années plus tard, fera un appel aux étudiants de théologie de la faculté de l'oratoire pour partir au secours des militaires blessés. Le travail de ces chrétiens apportera du fruit. En 1863, il y aura à Genève, au palais de l'Athénée, la première rencontre internationale autour de la neutralisation de l'aide aux blessés de guerre, départ des conventions de Genève. Un réel esprit de foi en Dieu soufflait sur cette ville au début du XIXe siècle. Il n'a pas changé grand-chose à la théologie, mais par contre, il a changé la face du monde. Les soins, la protection des blessés et des victimes de guerre, le statut de neutralité de l'aide humanitaire, les conventions de Genève découlent en effet de cet engagement chrétien intense. L'engagement chrétien est encore d'actualité dans l'aide humanitaire. Le CEL est justement une organisation d'entraide chrétienne qui parraine des enfants démunis dans le monde. Pour le CEL, la tâche est énorme. 12 millions d'enfants de moins de 8 ans meurent chaque année par manque de soins primaires. Il n'y a qu'un homme sur 4 sur Terre qui a accès à l'eau potable. Et la malaria est la première source de maladies dans le monde. Elle tue 2 millions de personnes chaque année. 200 millions d'enfants sont exploités et travaillent pour faire survivre leur famille. Près d'1 milliard d'habitants souffrent de malnutrition, dont près d'un quart de manière chronique. Ce tableau plutôt noir ne décourage pas Samuel Schmitt, qui trouve ses ressources dans sa foi communicative. Aussi vieux que je puisse me rappeler dans mon enfance, j'ai toujours été interpellé par la souffrance de l'autre, par les différentes formes de pauvreté. Je me rappelle gosse d'avoir une fois dans une gare croisé un monsieur en costard-cravate qui avait un air tellement triste que ça m'avait frappé. Je me suis dit, il faudrait faire quelque chose pour cet homme. Il avait l'air d'avoir tout ce qu'il faut et en même temps sur son visage une profonde tristesse. Et moi en tant qu'enfant, ça m'avait parlé. Et de tout temps, j'ai eu ce désir au fond du cœur, cette interpellation de m'engager pour l'autre. Mais ça a pris du temps pour que ça prenne forme parce qu'il fallait d'abord que je me connaisse moi-même pour pouvoir aider l'autre. Ça fait combien de temps que vous faites de l'humanitaire? Question difficile. Ça fait au niveau du CEL plus de 4 ans que je suis responsable de cette œuvre. Mais avant, j'ai travaillé au niveau social ici en Suisse, parmi les toxicomanes, les alcoolodépendants pendant également 4 ans. Et pour moi, c'est aussi de l'humanitaire parce qu'il y a des besoins humains ici, des gens qui sont dans une misère, qui ont des soifs, qui ont des manques. Et c'est aussi une forme humanitaire différente. La pauvreté n'est pas la même, mais l'être humain est le même partout. 16 millions d'enfants se prostituent dans le monde, 1 million de nouveaux chaque année, 32 millions d'enfants de moins de 8 ans meurent parce qu'ils n'ont pas soit accès à des soins extrêmement basiques, soit parce qu'ils sont victimes d'une bombe antipersonnelle qui a été placée là, soit parce qu'ils sont victimes d'abus, enfin de tout ce que les pays du Sud offrent comme danger. C'est pas normal, c'est inacceptable. On vit une terre qui aurait de quoi nourrir largement le monde entier. C'est clair que le monde entier ne pourrait pas vivre au niveau où nous, Suisses, avons la chance de vivre, mais on pourrait permettre à ce que la détresse humaine au niveau basique, des besoins fondamentaux de l'être humain qui sont la sécurité, la nourriture, le soin sanitaire, l'affection, à ce niveau-là, on pourrait offrir à tout être humain sur cette terre quelque chose de correct. Et ça, c'est inacceptable. En tant que membre de cette race humaine, en tant que personne animée d'un souffle de vie, on ne peut pas se contenter de vivre comme on vit et de voir ça à la télévision. Je dirais le fait de penser à l'autre, c'est une essence du christianisme. Donc les gens qui font de l'humanitaire, quelque part mettre en pratique le message fondamental du christianisme. C'est plutôt parfois le fait que l'Église, elle,
ne répond pas à sa mission. Humanitaire veut dire humain. L'être humain est un corps, une âme et un esprit. Il est habité de ces trois choses. Et si on répond premièrement au corps, c'est pour que l'âme puisse elle aussi être guérie dans ses émotions, dans ses souffrances, dans son vécu. Mais c'est aussi pour que l'esprit soit réconcilié avec le Créateur, avec Jésus-Christ. On peut répondre à l'aspect physique, social, émotionnel de l'être humain, mais si on ne touche pas l'aspect spirituel, tôt ou tard, il y a une lacune. Et d'ailleurs, beaucoup de programmes d'entraide humanitaire se bloquent aux spiritualités de ces gens dans les pays, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Et il faut avoir une réponse au spirituel également, sinon on est à côté de la plaque, à mon sens. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de mélanger humanitaire et mission? C'est évident qu'il y ait ce piège, on peut facilement tomber dedans. C'est peut-être ce qui a justement poussé certaines personnes à dégager l'aspect de la chrétien, de la foi dans l'humanitaire. Il y a eu ce qu'on a appelé les chrétiens de riz pendant des années, où en échange du riz, les gens devenaient chrétiens. Ce n'était pas aussi flagrant que ça, mais c'était les conséquences qui étaient induites par un comportement. C'est vrai qu'il y a ce risque. De toute façon, il y a toujours un risque quand on fait quelque chose, et surtout si c'est confessionnel et fait avec une foi. La condition d'un vrai humanitaire chrétien, une vraie action sociale, humaine, chrétienne, c'est de dire à l'autre, je t'aime assez pour te donner, même si tu ne crois pas comme moi. Mais sache que ce que je crois me pousse à faire cela, et ça peut aussi donner une espérance dans ta vie, ça peut aussi changer. J'enchaînerai avec William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, en disant soupe, savon, salut. Qu'on puisse donner à l'être humain ses besoins basiques pour qu'il puisse recevoir dans son corps ce qu'il a besoin pour survivre et pour vivre, qu'on lui redonne au travers du savon sa dignité, plus que simplement se nettoyer, mais redonner à l'être humain sa dignité de personne, d'être aimé, d'être existant et ayant de la valeur en tant que personne propre, et dans le dernier lieu l'amener à rencontrer Jésus-Christ qui peut donner un sens à tout ce qui aurait déjà été mis en action par l'action sociale humanitaire. Voici maintenant le témoignage d'une Neuchâteloise, Dominique Vonnet, qui est assistante dentaire sur l'Anastasis, un bateau d'entraide qui sillonne les mers pour apporter de l'aide humanitaire. À toi, Dominique. Dans ma jeunesse, j'ai toujours été très touchée par les gens qui étaient plus démunis que moi. L'injustice m'a toujours beaucoup touchée. Et j'ai toujours eu dans l'arrière de ma pensée d'utiliser ma profession pour servir les pauvres et les défavorisés. J'ai entendu parler de Mercy Ships. Je savais qu'ils avaient un département dentaire. Donc j'ai posé la question, je suis allée à Lausanne et j'ai posé la question de savoir s'il y avait une place pour moi. Quand j'ai parlé de ce désir, le directeur de Mercy Ships à Lausanne était très enthousiaste parce que le bateau allait partir la même année au Bénin, qui était francophone. Le besoin est tellement grand que je ne peux pas m'imaginer revenir en Suisse et retrouver un travail comme avant. Je pourrais pas, je serais constamment prise par les images de ces gens qui attendent des heures et des heures dans une queue, des gens qui font la queue même plusieurs jours de suite. Et cette image de gens qui n'ont pas la possibilité d'être soignés, pour moi c'est trop. Je peux pas. C'est pas ça qui me motive à rester plus longtemps. Je sens que c'est juste pour moi de donner ma vie pour les pauvres et les plus démunis. Puis je me dis bon. Chaque personne a son parcours, chaque personne a son parcours de vie. Puis pour moi, j'ai une entière satisfaction dans ce que je fais. Je suis profondément heureuse de servir mon prochain, donc je continue. On a 3 salles d'opération sur le bateau. On fait principalement des opérations maxillofaciales, ophtalmiques et orthopédiques. Je dirais que moi j'ai découvert avec les années d'expérience de Mercy Ships que en fait les dentistes sont presque plus nécessaires dans les pays en voie de développement que les médecins. Il y a un dentiste pour 100 000 personnes dans ces pays-là. J'ai de la peine à m'imaginer de faire un travail humanitaire sans avoir quelque part une spiritualité. Pour moi personnellement c'est ma foi chrétienne qui m'a poussée à faire ce travail. Et c'est très important pour nous de vraiment donner le message que nous traitons les gens indépendamment du fait de leur foi, mais aussi indépendamment de leur réponse. Moi, je pense aussi que la foi ne s'exprime pas dans les paroles, mais dans l'action. Et souvent plus dans les actions que dans la parole. Donc, je pense que quand on reçoit quelqu'un avec douceur, avec respect, et qu'on offre quelque chose gratuitement, comme on offre les soins gratuits,
je pense que ça parle plus que des versets bibliques ou des paroles en l'air. Voilà, notre petit tour de l'humanitaire s'achève ici. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. À bientôt pour une prochaine émission de Maus.